Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des concepts précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, texte chapitre 15 du roman Le dernier jour d'un condamné, le texte. Je lis le texte. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade. En effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort, on eût dit qu'ils me plaignaient tant, tant il était empressé autour de mon chevet. Bah, curiosité. Et puis, ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant cela leur serait si facile, une porte ouverte. Qu'est-ce que cela leur ferait? Plus de chance maintenant. Mon pouvoir sera rejeté, parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné. Les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas, à moins que, non, folie, plus d'espérance, le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce, avoir ma grâce, et par qui, et pourquoi, et comment, il est impossible qu'on me fasse grâce. D'exemple, comme ils disent, je n'ai plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Où se trouve le narrateur au début de l'extrait et pourquoi doit-il quitter cet endroit? Question 1. Où se trouve le narrateur au début de l'extrait et pourquoi doit-il quitter cet endroit? La réponse: au début de l'extrait, le narrateur se trouve à l'infirmerie. Elle doit quitter cet endroit car il n'est plus malade. Question 2. Quel sentiment dominant éprouve le narrateur face à l'approche de son supplice? Question 2. Quel sentiment dominant éprouve le narrateur face à l'approche de son supplice? La réponse: le sentiment dominant éprouvé par le narrateur est une angoisse croissante et lucide, perçoit son supplice de manière de plus en plus distincte et terrible à mesure qu'il approche. Question 3. Quels sont les acteurs qui interviennent auprès du narrateur avant son exécution? Citez-les dans l'ordre de leur apparition. Question 3. Quels sont les acteurs qui interviennent auprès du narrateur avant son exécution? Citez-les
dans l'ordre de leur apparition. La réponse, les acteurs qui interviennent auprès du narrateur dans l'ordre de leur apparition sont le médecin, la sœur, le prêtre, les deux hommes en veste grise, le goélier, le geôlier, le sergent de ville. Question 4. Où le narrateur est-il emmené après avoir quitté sa cellule? Décrivez brièvement le trajet. Question 4. Où le narrateur est-il emmené après avoir quitté sa cellule? Décrivez brièvement le trajet. La réponse. Après avoir quitté sa cellule, le narrateur est emmené à l'échafaud sur la place de la grève. Le trajet comprend la descente de l'escalier, la traversée de la cour où ils sont le pavé froid sous ses pieds nus, la montée dans un tombeau où un prêtre s'asseoir à côté de lui, le trajet à travers les rues jusqu'à la place où se dresse l'échafaud. Question 5. Relevez dans le texte une expression qui montre la réaction de la foule lors du passage du tombereau. Question 5. Relevez dans le texte une expression qui montre la réaction de la foule lors du passage du tombereau. La réponse, l'expression qui montre la réaction de la foule est la foule criait à mort, à mort. Passons maintenant à la question d'analyse et de langue. Question 6. Analysez l'emploi des phrases courtes et exclamatives dans le passage décrivant les préparatifs de l'exécution à partir de Ils m'ont soulevé. Quel effet produisent-elles? Question 6. Analysez l'emploi des phrases courtes et exclamatives dans le passage décrivant les préparatifs de l'exécution à partir de Ils m'ont soulevé. Quel effet produisent-ils? La réponse, l'emploi des phrases courtes et exclamatives. Ils m'ont soulevé, lié, ficelé, je frémis sous leurs doigts, la porte s'est ouverte, c'était l'échafaud, c'est affreux. Oh, crée un rythme haché et rapide. Mimant la succession rapide des actions et la montée de la panique et de l'horreur ressentie par le narrateur. Ces phrases brèves soulignent la brutalité et l'irréversibilité des événements ainsi que l'impuissance du condamné. Question 7. Identifier et analyser une figure de style présente dans la phrase. Je regardais les maisons, les rues, comme pour les reconnaître. Il me semblait que je ne les avais jamais vues. Quel est son effet? Question 7. Identifier et analyser une figure de style présente dans la phrase. Je regardais les maisons, les rues, comme pour les reconnaître. Il me semblait que je ne les avais jamais vues. Quel est son effet? La réponse, la figure de style présente est une comparaison introduite par comme. L'effet de cette comparaison est de souligner le sentiment d'étrangeté et de déréalisation éprouvé par le narrateur face à un monde qu'il quitte définitivement. Même des lieux familiers lui apparaissent nouveaux, car ils ne font plus partie de son avenir. Question 8. Relevez deux termes appartenant au champ lexical de la mort et expliquez leur présence dans ce contexte. Question 8. Relevez deux termes appartenant au champ lexical de la mort et expliquez leur présence dans ce contexte. La réponse. Deux termes appartenant au champ lexical de la mort sont supplice et bourreau.
Leur présence est omniprésente et justifiée par la situation du narrateur qui est condamné à mort et attend son exécution imminente. Ces mots rappellent constamment la fatalité de son sort. Question 9. Analyser l'utilisation répétée de la conjonction de coordination et, dans le passage, décrivant les actions des hommes en veste grise et prêtres. Quel effet stylistique cela produit-il? Question 9. Analyser l'utilisation répétée de la conjonction de coordination et, dans le passage décrivant les actions des hommes en veste grise et du prêtre. Quel effet stylistique cela produit-il? La réponse. L'utilisation répétée de la conjonction de coordination est ils m'ont soulevé et ligué et ficelé leurs mains épaisses et rudes. Un moment après, on m'a emmené, j'ai entendu l'escalier, j'ai traversé la cour, j'ai senti le pavé froid sous mes pieds nus, créer une énumération qui donne un effet d'accumulation et de rapidité dans la description des gestes. Cela souligne la mécanisation et l'impersonnalité des actions qui conduisent le narrateur à sa mort, ainsi que le caractère inéluctable des étapes de l'exécution. Question 10. Quelle est la nature grammaticale des mots soulignés dans la phrase? La foule criait à mort, à mort. Question 10. Quelle est la nature grammaticale des mots soulignés dans la phrase? La foule criait à mort, à mort. La réponse. La détermination article défini féminine singulier. La déterminant article défini féminin singulier. Crier, c'est un verbe crier, troisième personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif. Question 11. Réécrivez la phrase suivante en remplaçant le pronom personnel je par nous et en faisant toutes les modifications nécessaires. Je regardais les maisons, les rues, comme pour les reconnaître. La question 11. Réécrivez la phrase suivante en remplaçant le pronom personnel je par nous et en faisant toutes les modifications nécessaires. Je regardais les maisons, les rues, comme pour les reconnaître. La réponse. Nous regardions les maisons, les rues, comme pour les reconnaître. Question 12. Expliquez la valeur du présent de l'indicatif dans la phrase. Le cause. La chose rouge est toujours là. Question 12. Expliquez la valeur du présent de l'indicatif dans la phrase. La chose rouge est toujours là. La réponse. Le présent de l'indicatif dans cette phrase a une valeur de présent de vérité générale ou de constat. Il exprime une réalité persistante et obéissante pour le narrateur. La présence constante et menaçante de l'échafaud. Question 13. Identifiez le registre de langue dominant dans cet extrait. Justifiez votre réponse par des exemples. Question 13. Identifiez le registre de langue dominant dans cet extrait et justifiez votre réponse par des exemples. La réponse. Le registre de langue dominant est le registre courant. Bien qu'il y ait une intensité émotionnelle, le vocabulaire utilisé n'est ni familier ni particulièrement soutenu. Les phrases sont généralement construites de manière claire et directe.
le médecin, la sœur, le prêtre même me dire adieu, le tombeau s'est mis en marche. On ne trouve pas d'expression argotique ou vulgaire registre familier, ni de vocabulaire excessivement recherché ou de construction syntaxique très complexe. Question 14. Analysez l'évolution des notations temporelles à la fin du texte. 4 heures, 5 heures, 5 heures et demie, 6 heures moins quart, 6 heures, 6 heures et demie. Quel effet cette progression produit-elle sur le lecteur? Question 14. Analysez l'évolution des notations temporelles à la fin du texte. 4 heures, 5 heures et demie, 6 heures moins quart, 6 heures et demie. Quel effet cette progression produit-elle sur le lecteur? La réponse. L'évolution des notations temporelles crée une accélération du temps et une montée de la tension dramatique. Ces indications précises et de plus en plus rapprochées signalent l'approche inéluctable du moment fatidique de l'exécution. L'effet sur le lecteur est un sentiment d'urgence, d'angoisse et d'attente insoutenable, partageant ainsi l'état psychologique du narrateur. Question 15. Expliquez la dernière phrase du texte. Il n'y a plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. En quoi résume-t-elle le parcours du condamné? Question 15 explique la dernière phrase du texte. Il n'y a plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. En quoi résume-t-elle le parcours du condamné? La réponse. Cette dernière phrase ellipse, est une ellipse narrative qui synthétise de manière poignante le parcours judiciaire et carcéral du condamné. Bicêtre représente le lieu de sa détention initiale ou de son jugement. La conciergerie est la prison où les condamnés à mort attendaient leur exécution. Et la grève est la place où se dressait l'échafaud. Ces 3 lieux symbolisent les étapes qui l'ont inexorablement conduit à la mort. La brièveté de la phrase et l'expression 3 pas à faire soulignent la proximité de la fin et le caractère inéluctable de son destin. Passons maintenant au sujet de la production écrite, l'énoncé. Je lis l'énoncé. Dans cet extrait, le narrateur est confronté à l'imminence de sa propre mort. Je répète, dans cet extrait, le narrateur est confronté à l'imminence de sa propre mort. Pensez-vous que la littérature puisse être un moyen efficace pour dénoncer l'injustice de la peine de mort et sensibiliser le lecteur à la condition du condamné? Vous appuyez votre argument sur des exemples littéraires que vous connaissez. Je répète le sujet. Dans cet extrait, le narrateur est confronté à l'imminence de sa propre mort. Pensez-vous que la littérature puisse être un moyen efficace pour dénoncer l'injustice de la peine de mort et sensibiliser le lecteur à la condition des condamnés? Vous appuierez votre argument sur des exemples littéraires que vous connaissez. Les critères de la correction, conformité à la consigne d'écriture,
Puis la cohérence de l'argumentation, richesse des idées, et l'organisation du progression du texte et la correction de la langue. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite. Confronté à l'imminence de sa propre mort, tel que le narrateur l'est dans l'extrait que vous mentionnez, un individu vit une expérience extrême qui interroge profondément sur la justice et la condition humaine, la peine capitale, point culminant de la justice pénale, a toujours suscité des débats passionnés quant à sa légitimité et son efficacité. Dans ce contexte, une question fondamentale se pose. La littérature peut-elle véritablement constituer un moyen efficace pour dénoncer l'injustice de la peine de mort et sensibiliser le lecteur au sort tragique des condamnés? La littérature possède une force singulière pour explorer la subjectivité humaine et susciter l'empathie. Un roman comme Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, dont votre extrait fait écho à la thématique, offre une plongée viscérale dans les pensées et les émotions d'un homme attendant son exécution. À travers le monologue intérieur du narrateur, le lecteur est confronté de manière intime à l'angoisse, à la peur et au désespoir qui assaillent le condamné heure après heure, minute après minute, supplice après supplice. Cette immersion dans la conscience du personnage permet de déstigmatiser le criminel et de révéler son humanité. Souvent, occulté par la froideur du jugement judiciaire, en partageant ses réflexions sur sa famille, sur le caractère définitif et révocable de la sentence, le narrateur humanise la figure du condamné et rend plus palpable l'injustice d'une peine qui supprime une vie. De plus, la littérature a le pouvoir de porter un réquisitoire direct contre la peine de mort. Victor Hugo lui-même déclare explicitement dans sa préface de 1832 que le dernier jour d'un condamné n'est autre chose qu'un plaidoyer, direct ou indirect, pour l'abolition de la peine de mort. L'œuvre ne se contente pas de décrire les souffrances d'un individu, elle interroge les fondements mêmes de la justice et de la société qui pratique une telle sentence. À travers les réflexions du narrateur, le roman mit en lumière l'absurdité de la théorie de l'exemple et la barbarie d'une vengeance sociale qui se part du nom de justice. La description poignante des préparatifs de l'exécution et les réflexions sur le rôle du bourreau visent à éveiller l'horreur et la pitié chez le lecteur, le conduisant ainsi à une remise en question de la légitimité de la peine capitale. Enfin, l'impact durable des œuvres littéraires contribue à une sensibilisation continue aux questions de justice.
Le dernier jour d'un condamné, publié en 1829, continue de toucher les lecteurs et de nourrir le débat sur la peine de mort. Près de 2 siècles plus tard, d'autres œuvres littéraires comme Antigone de Jean Anouilh aborde également des thèmes liés à la justice et à la confrontation individuelle face à la loi, bien que ne traitant pas directement de la peine capitale dans le même contexte. Cependant, elle participe à une réflexion plus large sur le pouvoir, la justice et la conscience individuelle, en offrant des perspectives humaines et émotionnelles sur des enjeux souvent abstraits. La littérature a la capacité de marquer durablement les esprits et d'influencer les consciences, contribuant ainsi à un mouvement en faveur de l'abolition de la peine de mort. En conclusion, il apparaît indéniable que la littérature constitue un moyen puissant et efficace pour dénoncer l'injustice de la peine de mort et sensibiliser le lecteur à la condition des condamnés. Par sa capacité à explorer l'intériorité des personnages, à argumenter directement contre cette pratique et à laisser une empreinte durable dans la conscience collective, il se révèle être un outil essentiel pour faire évoluer les mentalités et plaider en faveur d'une justice plus humaine. Le show des souffrances du narrateur dans le dernier jour d'un condamné continue de raisonner, témoignant de la force intemporelle de la littérature à éveiller notre humanité face à l'inhumanité de certaines pratiques. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.